Hello! Bienvenue dans la réalité du terrain, le podcast d'interview de professionnels du luxe qui souhaitent t'aider à trouver ta voie. Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une aparté, un épisode solo qui va couper un peu des interviews habituelles, parce que je participe cette année à la 3e édition du Podcaston. C'est le plus grand événement caritatif de podcast au monde. Le but est que chaque participant consacre un épisode de leur podcast au soutien d'une association caritative et une cause qui compte vraiment pour elle ou lui. Celle que moi j'ai choisie, c'est Article 1, qui est une asso qui lutte pour l'égalité des chances. Mais je vais vous lire la description de leur site parce que ce sera plus simple. Né de la fusion de deux associations majeures de lutte contre l'inégalité des chances, Fratelli et Passeport Avenir, Article 1 œuvre pour une société où l'orientation, la réussite dans les études et l'insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles, pour une société où la réussite passe par le lien social et l'engagement citoyen. Guidés par des valeurs communes de justice, d'égalité, de fraternité et de liberté, nos deux associations ont développé au fil du temps des programmes qui font appel au même levier. Tisser des liens et organiser des rencontres entre ces jeunes et des volontaires issus du monde professionnel, désireux de partager leur savoir et leur engagement. En fait, c'est une asso que j'ai connue lorsque j'étais en prépa, parce que 2 personnes de mon entourage en faisaient partie. Et là où le timing est important, c'est un moment où, ou une époque en tout cas, c'est l'époque où j'étais en déconstruction sur pas mal de sujets, notamment sur le féminisme, le racisme, tout ça. Et il y a une phrase en particulier d'un camarade de classe qui m'avait fait prendre conscience en fait de mes privilèges, parce qu'il avait dit quelque chose du genre, et c'est une citation non contractuelle, donc je mets les guillemets: «J'ai connu l'existence du concept de la classe prépa en classe de première, au lycée, parce qu'un de mes profs a vu mes capacités, et donc a cru en moi, et donc m'a poussée vers cette voie.» Et en fait, c'est une phrase qui m'a choquée à l'époque, parce que de mon vécu, et auparavant, moi j'ai grandi dans des environnements où la question se posait pas. Vous l'avez entendu dans l'épisode avec Daniel, moi j'ai grandi dans des collèges lycées parisiens, connus pour leur culture de l'excellence, et même si c'était pas Henri IV ou Île-le-Grand, ils avaient quand même des critères d'exigence importants. En plus de ça, mon père est prof dans le supérieur, coucou papa. Donc forcément, lui, le système scolaire, il connaît, et il sait à quel point en France l'éducation est importante et à quel point ton diplôme fait partie de ton identité. Et ce diplôme constitue ton passe-droit ou pas, à minima au moment de ta première embauche. Donc c'est vrai que j'ai toujours été dans ce truc de il faut faire des études déjà de base, point, à la ligne finalement. Il faut faire des bonnes études et passer par la voie réelle parce que c'est ce qui t'ouvrira le plus de portes. Et en fait, en grandissant avec ça, et en me rendant compte des inégalités face à l'information qu'il peut y avoir, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, du coup, je ressens ce besoin de partager l'information, parce qu'elle pourrait être utile à d'autres en fait. Et là où moi j'ai reçu, je souhaite donner un retour. Et le podcast pour moi est un moyen de rendre un peu ce que j'ai reçu et de dire t'inquiète pas, je te prends par la main, je te montre une des voies par lesquelles tu peux passer pour y arriver. C'est pas la seule manière, mais c'en est une. Et si une des discussions ou des paroles que un invité ou moi peut avoir, des paroles, hein le français, ou des paroles qu'on peut avoir en fait peuvent résonner ou te faire prendre conscience d'une information ou te faire prendre connaissance d'une information ou une info qui t'aidera plus tard ou autre, en fait là ma mission elle est réussie. Ma mission elle est réussie et du coup ma mission de vie sera atteinte. My personal legend, comme c'était écrit dans l'Alchimiste, parce que oui je l'ai lu depuis ma conversation avec Marion du coup. Et en fait le concept que je souhaite mettre en avant ici dans cet aparté, c'est celui du mentorat. Parce que l'association Article 1 en soi le promouvoit et je suis tout à fait alignée avec ça. C'est en faisant le lien entre des étudiants et des professionnels par l'accompagnement que les choses vont changer. Et en fait, ça fait écho chez moi pour 2 raisons. La première est liée au fait qu'initialement, en fait, le concept de mon podcast, il y a 5 ans donc, reposait sur le fait d'interviewer des étudiants et des pros dans le but de pouvoir faire écho au parcours de chacun, peu importe le moment dans leur vie, et organiser un peu une sorte de dialogue entre les deux. Ça a bien changé depuis, comme vous pouvez le constater, mais l'idée principale reste quand même dans le fait de raconter des chemins de vie qui peuvent faire écho à mes auditeurs ou auditrices. La deuxième raison pour laquelle
moi le concept du mentorat, je le trouve incroyable, c'est que j'ai pu en bénéficier, pas officiellement via une asso, mais de manière plus insidieuse, de manière directe via des collègues ou d'anciens managers, ou de manière plus indirecte par des contenus. Typiquement, moi je suis très friande des TEDx, de podcasts ou même de livres, et notamment les podcasts comme Awfully Quiet, les podcasts de Jay Shetty, de The Year of a CEO, Aspire, beaucoup de contenu anglophone. Mais parce que pareil, les parcours de vie de chacun m'inspirent et je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage à avoir dans le chemin de vie des autres. Et donc souvent, quand t'es un peu perdu dans ta vie, tu vas, tu vas pouvoir entendre ce genre de phrase. Non mais tu comprends, il faut se poser les bonnes questions. Ouais. Je déteste ce genre de phrase. Parce que je trouve qu'elle est... Enfin, c'est ce genre de phrase bateau, qui est frustrante sur plein d'aspects, et qui pour moi fait un peu écho au cours du dimanche, qui te donne 3 conseils pour réussir dans ta vie. Les 5 conseils clés pour avoir un CV en béton. Nul. Non mais nul. Est-ce que je suis méchante? Oui, peut-être. Et c'est ok. En fait, c'est une phrase qui peut être entendue dans tous les contextes et qui, j'imagine, part d'une bonne intention, qui te dit en gros d'une manière un peu détournée que bah, tu dois faire un travail introspectif sur toi-même, apprendre à mieux te connaître, et notamment dans certains domaines, mais en fait, dans ce cas-là, dis-le moi directement. Enfin, pourquoi tourner autour du pot? Genre, pose-moi des questions, enfin, tu vois ce que je veux dire? Et bon, même si pour le coup cet aparté ne sera pas sur l'art de se poser les bonnes questions, qui sera le titre de mon futur livre peut-être, elle portera sur certaines questions, cheminements, et où des ressources sur lesquelles, enfin moi qui m'ont aidé à trouver des réponses. Parce que pareil, je pars du postulat que si on prend le concept du monde de l'entreprise, en général, en tant que toi, ressources humaines, enfin, tu vas être embauché pour un projet ou autre, mais en gros, tu auras des problèmes et des urgences pour bien faire fonctionner la machine. Et donc, dans cet engrenage, le but est de comprendre ta place et de comprendre, toi, quel type de problème est-ce que tu aimes résoudre. C'est un peu comme ça que je le vois. Et donc, effectivement, si tu sais pas identifier ces problèmes, alors va poser la question à quelqu'un d'autre. Et pour moi, c'est là que le mentorat, il entre en jeu. Parce que j'y croyais pas trop initialement, mais en fait, les gens aiment parler d'eux. Et en général, ils apprécient le fait de pouvoir aider. Parce que ça les aide à se sentir utiles, c'est humain finalement. Euh, Si c'est pas le cas, allez voter au municipal dimanche. Non, je rigole, évidemment, pas sur le fait de devoir aller voter, hein, mais sur le fait que les gens ont des vies et donc que parfois le timing fait qu'effectivement, à l'instant T, les personnes ne sont pas dispo. Ou en tout cas, peuvent pas accorder du temps. Moi, dans mon cursus scolaire, j'ai eu la chance d'être facilitée. Parce qu'en école de commerce, on est bassiné avec le fait de devoir construire son réseau, d'aller parler aux alumni, etc. Mais bon, je pense que j'en ferai un épisode dédié parce que pour moi, c'est un concept qui a été très diabolisé. Euh, mais bref, et donc il y a plusieurs plateformes qui permettent en soi de contacter des professionnels si jamais juste envoyer un email comme ça random, ça paraît un peu compliqué. Notamment, moi, il y avait la plateforme My Job Glasses. Et je viens de faire une petite recherche Google pour me rendre compte que oui, ça existe toujours. J'en suis ravie. Qui en gros met en relation des professionnels et des personnes qui veulent justement en apprendre plus sur leur métier. Ou c'est aussi possible évidemment via LinkedIn. LinkedIn à la française. Où tu peux faire une recherche par rapport à une entreprise ou à un intitulé de poste et contacter une personne en lui demandant de t'accorder, je sais pas, 30 minutes pour parler de son métier. Tu peux aussi écouter le podcast, évidemment, et le partager à quelqu'un. Mais bon, c'était déjà sur l'épisode, c'est qu'a priori, t'as déjà un intérêt pour ça. Mais donc, de manière plus concrète, outre que d'aller demander ça, le fait de se connaître, ça passe aussi potentiellement par des tests de personnalité. Pour ça, le test MBTI, il est assez connu et accessible gratuitement. Donc après, bon, pareil, c'est ce genre de test, il y a forcément un effet Barnum, et tu y crois ou tu y crois pas, mais pour moi, c'est important, enfin, ça te donne déjà des indications. Et donc, c'est pas forcément via ce test de personnalité-là, mais via plusieurs que j'ai pu faire, que ce soit à l'école ou même dans ma carrière, courte carrière, euh, où j'ai réalisé pour x, y raison que moi je sais que j'ai besoin d'un travail qui me stimule intellectuellement, parce que j'adore apprendre. C'est un besoin,
je pense vital parce qu'en vrai, je pense que je m'ennuierais à mourir et je trouverais plus de sens, à la vie finalement si j'apprenais pas de nouvelles choses. Mais typiquement, c'est pas que dans mon travail, ça se traduit aussi dans ma vie de tous les jours. Par le fait que j'aime tester de nouvelles choses. J'apprends encore, après 10 ans, j'apprends encore le coréen, j'ai suivi des cours d'initiation à l'apprentissage de la langue des signes française. J'ai fait, je sais pas, plus récemment des cours de heels, qui sont de la danse sur talons. J'aimerais bien aussi faire des cours d'initiation de batterie. Enfin, voilà, j'ai besoin, moi en tout cas, d'essayer de nouvelles choses. Je suis une personne aussi qui a besoin de comprendre les schémas et de faire les liens entre les choses. Enfin, en anglais, c'est to understand patterns. Parce que j'ai besoin de comprendre comment les choses fonctionnent, pourquoi elles fonctionnent comme ça, et comment je peux les transposer à d'autres choses. Mais typiquement, dans ma vie, bah, j'adore les sudoku. Tu peux dire oui, c'est des maths. Ouais, mais en fait, non, parce que tu reconnais les patterns dans chaque case. Bref, je vais pas commencer à partir dans des trucs trop techniques, mais bref. J'aime bien, enfin, j'ai besoin de comprendre les schémas. Point. Je suis aussi une personne qui aime beaucoup résoudre des problèmes. J'adore les escape games. Que ce soit les miens ou ceux des autres. Je suis pas en train de dire que j'aime me mêler de l'affaire des autres. Franchement, que Dieu m'éloigne de ça. Mais typiquement dans mon job actuel, j'ai une casquette de product manager pour une application mobile où le fait de recueillir des besoins, faire la traduction de ces besoins dit métier à des développeurs et délivrer ensuite euh, cette solution aux équipes terrain, et bah ça c'est quelque chose où je me dis ah là je me sens utile, je sers à quelque chose. Et pour moi c'est en ce sens là qu'il faut savoir se connaître. À partir du moment où tu sais les choses qui te font te sentir utile au travail et pour lesquelles en tout cas tu sais que ça aura du sens si tu t'investis dedans, pour moi ça c'est primordial. Et pour aider à peut-être à comprendre un peu mieux sans prendre mon exemple à moi, je vous propose de lire l'article de l'utilisatrice euh, at Tishray sur Twitter, désormais appelé X. Je vous mettrai son truc dans la barre d'infos, mais parce qu'elle a écrit un article en début janvier. If you don't know what you're good at, read this. Donc si tu ne sais pas en quoi tu es bon, bon, la traduction on reviendra, mais voilà. En gros, si tu sais pas, ouais, si tu sais pas à quoi t'es bon, lis cet article. Dans tous les cas, je vous mets dans la description de l'épisode, parce que c'est un article qui est en anglais, qui est très très riche, et qui, moi, m'interpelle aussi, parce que bah, il explique et conforte ma théorie du fait que bah, les personnes les plus heureuses dans leur métier sont celles qui exercent un métier qui coche des cases de leur personnalité. Et bon, je vais faire que paraphraser ensuite ce qu'elle dit, parce que, enfin, pour vous donner des idées clés, mais vraiment allez lire l'article, parce que en plus elle a une plume qui est très facile à lire, et qui pour le coup, je trouve, est très impactante. Parce que c'est simplement écrit, mais c'est juste. Et donc en fait, dans son article, elle stipule que en fait, ce qu'on appelle nos passions, ce ne sont que des expressions de... Bah, alors, la traduction en français est moche, mais de modèles mentaux. En fait, la passion ne serait que le résultat de ça, parce que la vraie passion réside dans la manière dont on pense naturellement. C'est le genre de problème qu'on aime résoudre, et les schémas que notre cerveau a envie de reproduire encore et encore. Et en fait, tes obsessions sont des indices, mais ce ne sont pas des passions. Elle prend l'exemple des musiciens, où elle dit en gros, un musicien pourrait penser que sa passion réside dans le fait, enfin dans l'instrument. En fait, l'instrument c'est un médium, c'est un moyen. La véritable passion, et ce qui se cache derrière, c'est la reconnaissance des schémas, le sens du rythme, l'expression émotionnelle, la discipline et la sensibilité aux nuances. Et c'est sur ces mêmes modèles mentaux que tu peux retrouver dans l'écriture, le design, le leadership et le fait de mettre en place des systèmes et des stratégies. Mais ça t'es prêt, enfin ça tu peux le comprendre que si t'es prêt à dissocier la façon de penser de la forme sous laquelle elle se manifeste. Encore une fois, allez lire l'article, c'est très bien dit, très bien expliqué, c'est super clair. Et en fait, de ce postulat-là, elle distingue en gros 6 catégories de personnes. Enfin, pas de personnes, mais c'est 6 catégories de modèles mentaux. Vraiment, c'est moche en français, mais je savais pas traduire autrement. Et en gros, en tant qu'humain, on aime bien en plus les frameworks, les cadres, les modèles, donc c'est vrai que c'est assez satisfaisant de pouvoir se reconnaître dans un ou plusieurs. Je vais vous énoncer les 6. Premier, c'est The Constructor, donc le constructeur en français. C'est assez transparent, donc voilà. C'est concrètement les personnes qui aiment construire des choses à partir de rien. C'est les personnes qui aiment créer des cadres, créer une structure là où il n'en existe pas, et voir de fait le résultat de leur action et de leurs efforts. Ce sont les personnes qui vont pas se sentir bien dans des rôles plus d'exécution, et à l'inverse, du coup, se réalisent dans des phases de création.
C'est les personnes dans la zone de génie résident dans le fait d'avoir une vue d'ensemble, un peu comme des chefs d'orchestre. C'est ceux qui arrivent souvent à dire à to see the bigger picture. En deuxième, on a des improvers. L'améliorateur, mais j'aime pas, enfin je trouve ça trop moche, mais bon. C'est les personnes qui sont programmées pour le progrès, le raffinement et la maîtrise. C'est les personnes qui arrivent à distinguer, qui sont très dans le détail, parce qu'elles voient les choses qui pourraient être améliorées, tous les petits trucs qui rendent les choses inefficaces, et les personnes qui ne peuvent pas entendre, ouais, ça pourrait être optimisé, mais ça fonctionne comme ça, donc c'est ok. Pour elles, peu importe la nouveauté, c'est l'itération qui les fait vibrer. Donc c'est des personnes qui s'épanouissent dans le coaching, dans l'optimisation des performances, l'édition, ou les opérations du quotidien. Et en fait, l'autrice, elle donne un exemple qui est très bien choisi d'une de ses amies éditrices, donc de livres, de romans, qui refuse, elle, d'être autrice parce qu'elle sait qu'elle aime pas partir d'une page blanche. Par contre, un brouillon, et elle te l'améliore en deux. En trois, on a l'interprète. C'est les personnes qui sont attirées par le fait de faire sens. Naturellement, c'est des personnes qui vont transformer des choses complexes en choses très simples. Elles savent expliquer les choses d'une manière qui fera écho aux personnes qui les écoutent. Ce sont typiquement les personnes qui cherchent le pourquoi derrière les comportements. Et donc typiquement, c'est des personnes qui vont se réaliser dans l'écriture, le storytelling, le leadership ou dans le conseil. Ensuite, en quatrième, on a The Realtor, qui de manière littérale, ça se traduit par l'agent immobilier, mais c'est pas du tout ce genre de personne. Du coup, bon, vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est les personnes qui sont énergisées par les interactions sociales. On parle pas ici d'extraversion, mais c'est en gros, c'est les personnes qui voient les liens / les dynamiques qui sont invisibles dans le groupe. C'est les personnes qui sont très attentives, qui comprennent les tensions et les jeux de pouvoir qu'il peut y avoir entre les gens, enfin, qui permet aux uns ou aux autres de se sentir en sécurité ou en tout cas pris en compte. Souvent, on les retrouve dans des rôles d'animation, de médiation, en relation client, etc. Si ça reste trop abstrait, pense à cette personne qui, quand elle rentre dans une pièce, en capte instantanément l'ambiance. Elle remarque qui n'a pas encore pris la parole, qui peut sembler un peu renfermé, d'où viennent les tensions, même si personne ne les nomme à voix haute en gros. C'est souvent elle qui prend d'abord contact en privé, en one-to-one, pour apaiser les tensions, s'assurer que tout le monde se sente inclus, avant de continuer la conversation. En cinquième, on a The Explorer, enfin l'exploratrice quoi, ou Adora. C'est les personnes qui adorent l'inconnu et découvrir de nouvelles choses. Elles aiment explorer de nouveaux domaines, poser des questions, remettre en question aussi des vérités établies. En gros, les environnements rigides sont pas du tout faits pour elles. Au contraire, c'est dans la recherche, dans le journalisme, les métiers liés au voyage ou à l'innovation, très ouverts sur le monde, qui permettent de les faire s'épanouir. C'est souvent les personnes qui établissent les liens dans plusieurs domaines, qui peuvent ne rien avoir entre au premier abord. En mode de choisir une voie, not happening. Et typiquement, l'auteur prend l'exemple de son amie aux multipassions, bien en avant le fait que justement, c'est elle qui voit les solutions que les autres ne voient pas, parce qu'elle ne se limite pas à une seule discipline. En dernier, on a le stabilisateur. C'est les personnes qui tirent satisfaction de leur capacité à maintenir la cohésion, qui accordent de l'importance à la cohérence, la fiabilité et la préservation de ce qui fonctionne déjà. C'est le genre de dirigeant ou de leader qui ne change pas d'avis tous les jours, qui ne court pas après les dernières tendances. Notamment, on les retrouve dans l'administration, dans l'administration, dans les professions liées aux soins ou dans les opérations. L'autrice finit sur ce rappel. On a tous un modèle majeur et un ou deux mineurs. Et donc ça peut ressembler à des tests de personnalité, mais justement la différence, elle se joue là. Ce sont des modèles qui peuvent évoluer avec le temps en fonction des circonstances. Ce ne sont pas des boîtes strictes, parce que justement, c'est une orientation, c'est le point vers lequel l'esprit tend, même lorsque le travail il est compliqué. Et donc typiquement, elle dit, un constructeur qui est coincé dans des tâches de maintenance, il sera au bout de sa vie. Un stabilisateur qui est plongé dans le chaos, anxiété plus. Un explorateur enfermé dans la routine, au secours. Et donc aucun d'entre eux n'est démotivé, c'est juste que leur façon de penser n'est pas en adéquation avec le travail qu'ils accomplissent. Et donc typiquement, la passion, comme on l'appelle depuis tout à l'heure, elle naît lorsque l'environnement récompense cette orientation. Je trouve ça très fort comme idée,
Vous, de quel type est-ce que vous vous rapprochez le plus? Encore une fois, allez lire l'article parce que je réitère, l'autrice, elle donne vraiment des exemples en plus assez parlants et c'est beaucoup plus riche que là le résumé rapide que j'en ai fait. Pour finir dans les traductions et, et les paraphrases, la dernière partie de l'article est super intéressante. Et là, je cite en traduction un peu approximative, mais voilà. Quand les gens parlent d'aimer leur travail, ils associent la passion à l'enthousiasme ou à l'inspiration. Mais ce qu'ils décrivent en réalité, c'est l'absence de résistance. Le soulagement de ne pas avoir à se contorsionner pour s'adapter à un moule qui ne leur convient pas. C'est pourquoi la question «qu'est-ce qui me passionne?» induit si souvent les gens en erreur, parce qu'elle est trop abstraite. Les meilleures questions sont plus dérangeantes. Elles vous demandent de prêter attention à vous-même d'une manière qui vous a peut-être appris à ignorer. Sur quel type de problème vous attardez-vous plus longtemps que les autres? Qu'essayez-vous de faire comprendre même lorsqu'il n'y a pas de récompense évidente à le faire? Quel schéma remarquez-vous automatiquement sans même y penser? Ces réponses indiquent rarement un seul métier ou un seul titre. Elles ne se présentent pas de manière toute faite, ce qu'elles offrent à la place, c'est une direction, une façon d'aborder le travail qui semble cohérente en soi. Et lorsque vous cessez de vouloir forcer la passion à prendre une forme étroite, le travail devient moins contraignant et l'identité devient moins fragile. Est-ce que ça vous parle à vous? Moi en tout cas je sais que quand j'ai lu ça, j'étais vraiment en mode mais waouh. Mind blown. Et justement si vous avez des ressources qui vont en ce sens ou à son encontre, je suis totalement preneuse parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je terminerai l'aparté quand même en mettant en lumière les actions d'article 1 parce que l'idée de base c'est quand même ça, hein. Parce que pour moi c'est important encore une fois de rappeler que c'est une asso qui s'engage via le mentorat, via la plateforme demain.org, mais aussi via différents autres projets pour une société plus juste, via le collectif des différentes leaders, ou pour inspirer plus via de la représentation, avec du coup le collectif Inspire. Si toi aussi tu souhaites t'engager pour l'égalité des chances, je te mets le lien vers le site de l'asso en description. Voilà, il n'y a pas de conclusion à cet aparté. L'épisode il aborde pas mal de sujets, de l'importance du mentorat, de l'importance de la connaissance de soi et de trouver de l'aide là où on peut en trouver. Donc c'est compliqué de trouver comment résumer tout ça. En revanche, en réponse à la question de savoir se poser les bonnes questions, je mets des guillemets, il n'y a donc pas de bonnes questions, mais il y a des questions qui vous apporteront des réponses plus intéressantes que d'autres. Et si on ne sait pas trouver ces questions à nos réponses, oui, pas l'inverse, on va se faire aider via le mentorat ou la thérapie. Allez, bisous. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Pose tes questions en commentaire ici ou @ la réalité du terrain-du-bas podcast sur Instagram. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Dès qu'elle entre dans une pièce, capte oula